La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Son prédécesseur appréciait qu'on l'appelle le roi du cornichon. Et pour cause, il a contribué à faire prospérer cette société familiale. Connue de tous ou presque, il s'agit de Reitzel et nous recevons aujourd'hui celui qui en est le CEO depuis l'été 2022. Olivier Camille est avec nous sur le plateau de B2B aujourd'hui. Bonjour Olivier Camille. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez démarré votre carrière en France dans un grand groupe agroalimentaire. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Mais un focus déjà sur votre première expérience entrepreneuriale. C'était début des années 2000. Vous avez créé en France une filiale d'Ilkona, un groupe là aussi dans l'agroalimentaire, Ilkona Food Service. Vous avez recruté 6 personnes pour développer, je crois, des produits, des pâtes pré-cuites surgelé. Vous avez développé cette filiale pour arriver à 6 millions de chiffre d'affaires. Vous passez d'une grosse infrastructure, on y reviendra encore, mais vous avez travaillé chez Bonduelle pendant un bon moment, à votre bureau, chez vous à la maison. C'était une première expérience qui correspondait un petit peu à l'image que vous aviez de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, en fait, c'est exactement ce que je recherchais. C'était le grand saut dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que je suis parti de chez Bonduelle, j'avais une secrétaire, j'avais des responsables grands comptes, des équipes marketing, communication, et je me suis retrouvé du jour au lendemain dans mon salon, à devoir développer le business, créer le business plan, et puis donc développer l'affaire. Et donc, dès les premiers moments, j'étais réveillé à 6 heures et j'étais déjà au bureau, dans mon salon, en train d'imaginer l'avenir. Donc ouais, dès les premières minutes, j'ai su que c'était vraiment, j'avais fait le bon choix, malgré le fait que j'avais aucune assurance que ça allait fonctionner. Il s'est produit comment ce déclic pour passer du confort à l'inconfort? Alors je sais pas si c'est confort à inconfort, c'est pas ce qu'on recherche, hein, c'est pas l'inconfort, c'est plus la volonté d'entreprendre. C'est plus la volonté d'être indépendant, de pouvoir prendre des responsabilités, de compter, d'avoir vraiment, de pouvoir voir vraiment les actions qu'on met en place. Et de pas finalement être un numéro dans une multinationale, même si j'étais pas un numéro en tant que tel, mais voilà, d'être un peu plus maître de mon destin. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passé à l'action? Qu'est-ce qui fait que je suis passé à l'action? Il y avait une responsable ressources humaines avec qui j'avais discuté et demandé si je pouvais évoluer à l'international dans le groupe. Et à l'époque, elle m'avait dit non, il n'y a aucune possibilité chez nous de bouger entre les filiales, on ne fait pas trop ça, etc. Bon, ça a bien changé, c'est un groupe qui s'est très bien développé, c'est une très belle entreprise. Et donc j'ai dit, bon voilà, je crois que là, voilà, on va se lancer. Bonduelle, c'était vraiment un grand groupe, c'est plus de 10 000 employés aujourd'hui. Est-ce que vous en gardez quand même quelque chose de positif? Un excellent souvenir. En fait, je pense que c'est bien de passer par une multinationale. Ça permet de bien se structurer en fait. Et c'est ça qui m'a permis après de construire. Se structurer de quelle manière? C'est sur les process, c'est sur les enchaînements entre les informations entre les départements, la construction de budget, de plans stratégiques, de passer devant un board, de présenter ses idées. Une méthodologie finalement. Une méthodologie, ouais, exactement. Et donc c'était très bien, avec des gens dans le nord de la France qui sont... Bonduelle, ça vient de Lille. Hein, voilà, de Lille, oui. Comme dans les ch'tis, très accueillant et donc formidable. Vous avez grandi en région parisienne, fait vos petites classes là-bas, l'école obligatoire du Mans. Vous sous-entendiez, vous vous sentiez un petit peu à l'étroit, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, dans ce système scolaire que vous fréquentiez à l'époque. Oui, moi j'avais envie de voir autre chose, de bouger. Donc j'ai toujours voulu voyager et me déplacer, être mobile. Et c'est vrai que en fait, passer son baccalauréat en France, c'est pas très drôle. Donc j'ai commencé à vraiment aimer en fait et à faire mes études, faire ce que j'aimais en fait quand j'ai intégré l'école hôtelière à Lausanne. Et là, j'ai commencé à me dire voilà, c'est ça que tu veux faire. Juste avant de parler de Lausanne, ce besoin de liberté pendant cette scolarité, l'enfant que vous étiez, il le manifestait comment? Oh là là, il était très bruyant. D'ailleurs, on m'appelait Radio Olive.
Il parlait très fort, et donc il fallait qu'il soit entendu. Voilà, ça m'a valu, voilà, au début de carrière, des remises à niveau un peu pour me calmer. J'ai un peu grandi, mais j'ai pas trop changé complètement non plus. Et puis, l'école hôtelière de Lausanne, vous avez de la famille en Suisse, on y reviendra largement tout à l'heure. Vous me disiez être très content de ces études à l'école hôtelière de Lausanne pour différentes raisons, pour le côté pratique aussi qu'apportait cette formation. Ouais, le HL, c'est vraiment une formation extraordinaire parce que c'est une école de la vie. On y apprend à la fois à être proche euh, voilà, du personnel. On passe par tous les métiers. Ça commence par ça, d'ailleurs. La première année, Ouais. c'est une immersion dans Ouais. les différents métiers de l'hôtellerie. Ouais, exactement. Et c'est ça qui est formidable. On commence à faire la plonge. Ensuite, on s'occupe du garde-manger. On va servir les petits déjeuners à ses collègues. On va nettoyer les chambres du campus. Et ça, je pense que c'est bien de pouvoir être dans le concret. Et ensuite, on applique en fait toutes les mécaniques du métier petit à petit jusqu'à finalement faire du management. Voilà. Pour revenir à l'aspect plus pratique, vous parliez de la mayonnaise en préparant cette émission. On ne fait pas la même chose, une mayonnaise, pour un particulier que pour un professionnel de la restauration. Ça, vous l'avez appris à l'EHL? Enfin, j'ai surtout appris à écouter en fait les problématiques du terrain. Et c'est vrai que pour servir un bon produit, il faut comprendre les problématiques de ses clients. Donc, il faut être proche de ses clients, savoir les écouter. Et en fait, le HL, bah, ça nous permet de comprendre comment fonctionne une cuisine, comment un cuisinier travaille, quelles sont ses contraintes. Et c'est vrai que voilà, on a des cuisiniers qui nous demandent aujourd'hui, pour nos mayonnaises, d'avoir des mayonnaises assez fermes pour pouvoir en faire des sauces et avoir l'onctuosité qu'ils recherchent. Si vous avez une mayonnaise qui est trop liquide, vous ne pouvez pas lui apporter la texture, c'est terminé. Donc voilà, ça c'était un exemple parce que je pense que c'est justement une bonne école de la vie pour comprendre ses clients. Olivier Camille, parlons de la famille, de votre famille qui a eu un rôle important aussi dans votre carrière. Une maman médecin, un papa entrepreneur qui avait un cabinet de courtage en assurance, et puis votre oncle, patron de Redcel. Vous avez vous-même travaillé chez Redcel, vous aviez 18 ans je crois, pour gagner des sous l'été. Oui, même un petit peu avant, il faudrait regarder l'histoire parce que je venais faire des stages à l'usine, donc à Aigle, sur la chaîne, donc à trier les cornichons, à bouger les palox, à être devant la calibreuse l'été. Et c'est un job qui me plaisait bien. Alors en plus, comme j'étais à l'époque en France, c'est vrai qu'on gagnait un peu mieux sa vie. Et donc c'était aussi intéressant. Mais non, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir un lien très fort en fait, avec les collaborateurs, aussi encore aujourd'hui, puisque j'ai des collaborateurs qui m'ont connu quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. Et puis votre oncle, actuel président du groupe, Bernard Poupon, vous me disiez aussi être assez proche de lui depuis l'adolescence. Vous avez fait beaucoup de vélo ensemble, notamment des grandes distances, je crois. Montreux, le sud de la France. Oui, c'est ça, oui. Voilà, mis à part le fait que c'est le roi du cornichon, je suis peut-être le prince. Non, ça a été quelqu'un de formidable, encore aujourd'hui, qui m'accompagne. Et puis c'est vrai qu'on a lié vraiment une amitié très forte par le sport et puis par les valeurs qu'on partage. Donc on a fait pas mal de vélo ensemble, ouais, pas mal de beaux treks. Ouais. Et vous parlez de l'entreprise pendant ces longues distances à vélo déjà? Oui, on parle toujours de beaucoup de sujets, effectivement, de problématiques d'entreprise, de politique, de plein de sujets. Ouais. On a le temps sur un vélo. Comment est-ce qu'on transmet une entreprise que vous n'êtes pas son fils, Mhm. même si vous êtes dans la même famille, mais parce qu'on voit souvent l'entreprise passer de père en fils. Mhm. Là, c'est pas le cas. Comment se passent les choses pour que l'alchimie soit, ou que la mayonnaise soit est bien pris? Déjà, je pense qu'on a une grande confiance, une grande complicité. On a appris à travailler ensemble. Quand j'ai rejoint le groupe, ça a été un choix pour moi parce que je pouvais continuer ma carrière d'entrepreneur, je pouvais faire autre chose. J'avais vraiment le choix. Il est venu me chercher en me demandant voilà, de voir si je pouvais, ou si j'étais intéressant en tout cas, de reprendre une des filiales qui n'allait pas très bien. Et ce challenge m'a vraiment titillé. J'ai mis quelques semaines à, à réfléchir sur le sujet. Puis j'ai dit, bon, allez, j'y vais, même si c'est la famille. Et puis ensuite, on a décidé de façon très saine, en fait, de partir sur des
la période de 3 à 4 ans, en fait. Donc, j'avais le choix de partir au bout de 3 à 4 ans, et puis lui, il avait les choix de se séparer de moi à 3 à 4 ans. Je trouve que c'est assez sain comme situation, ce qui fait que, du coup, voilà, il n'y a pas de laisser-passer. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on doit performer. Et vous y veniez comme un membre de la famille ou vous êtes devenu aussi actionnaire, copropriétaire du groupe, hein? Je suis devenu actionnaire, copropriétaire, c'est un grand mot, mais un actionnaire. C'était pas le cas au début. Non, pas du tout, non. Au début, j'étais simple salarié. Cette période d'essai, entre guillemets, enfin, c'est renouvelable de quelques années, vous gardez toujours cette liberté aujourd'hui? Bah, je pense que c'est important, en fait, parce que on est un membre de la famille. Et voilà, donc il faudrait pas que le fait qu'on soit un membre de la famille, en fait, on vienne dégrader une entreprise qui est centenaire. Donc oui, c'est important, il y a les performances. Après, c'est important aussi qu'il y ait une forme de continuité. Donc c'est sûr que voilà, j'ai un statut un peu particulier, mais je m'emploie à être, comme tous mes collaborateurs, performant et à essayer de, de rendre l'entreprise plus pérenne pour les générations futures. Vous disiez il y a quelques instants, j'ai choisi d'y aller même si c'était la famille. C'était plutôt un contre-argument dans votre réflexion? Non, mais c'est engageant parce que évidemment vous êtes regardé par vos cousins, par vos frères, par vos sœurs, et donc et par les collaborateurs aussi différemment. Voilà, vous n'êtes pas un employé lambda, vous êtes de la famille. Et puis quand vous arrivez, ils se disent bah voilà, il est arrivé parce que c'est le neveu de monsieur Poupon, quoi. Donc vous devez encore plus faire vos preuves. Je pense que aussi pour moi ça a été aussi même motivant de me dire bah en fait non, je suis comme un collaborateur lambda et je dois performer comme eux. Olivier Camille, vous l'avez dit, l'entreprise est plus que centenaire. Elle a été fondée en 1909. Elle est basée à Aigle, dans le canton de Vaud. Sa principale production sont des cornichons, des produits au vinaigre. Les pickles, d'accord. En français, comment est-ce qu'on dit pickles? C'est quoi le bon terme? Le bon terme, ce serait légumes au vinaigre. Bon, 2 mots. Bon, Voilà. Les Anglais font toujours plus court. Ça, c'est 80% des ventes. Le 20% restant, ce sont des sauces, des moutardes. Et en termes de marché, la Suisse est presque la moitié de vos ventes. La France, c'est un peu plus de 40%. Et puis, après, le reste du monde. Et dans votre rapport annuel 2022, j'étais intéressé de voir que vous avez été, vous mentionnez comme un des faits marquants de l'année, une participation à une exposition en Australie. Je me demandais, vous y étiez d'ailleurs, vous? Non, moi-même, enfin, je suis déjà allé en Australie, mais non, c'est un de nos collaborateurs. Pourquoi avoir été jusqu'au bout du monde? Alors en fait, on a une stratégie d'implantation d'abord locale. Donc on est en Suisse, et donc on sert le marché suisse avec des produits principalement suisses et fabriqués en Suisse. On est aussi en France, on a 2 unités de production en France pour le marché français. Et le marché qu'on appelle, nous, international, c'est le marché qu'on va servir depuis une usine qui est située dans le sud de l'Inde, à Bangalore, et qui sert à exporter nos produits dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays, mais dans beaucoup de pays. Vous pouvez nous trouver aux États-Unis, en Australie. Donc les produits ne vont pas en Suisse ou en France, mais dans le reste du monde. Tout à fait. Et donc jusqu'en Australie, mais c'est parce que vous souhaitez vraiment grandir dans cette région du monde? Alors, c'est toujours bien d'être dans d'autres marchés. On fait peu d'exports, vous l'avez vu dans notre chiffre. C'est intéressant de le développer, mais on le développe de façon bien localisée. Vous êtes retourné à cette exposition cette année en Australie? En Australie, alors c'est tous les 2 ans, il me semble, cette exposition, il me semble. Hein. Voilà. Mais voilà, moi j'y suis pas retourné personnellement, non. Ah, c'est vous y retournez. Le chiffre d'affaires, c'était l'an dernier 108 millions de francs exactement. Il y avait aussi un résultat net, un bénéfice de un peu plus de 3 millions. Le chiffre d'affaires était en hausse, le résultat net en très légère baisse. Pour vous, quel est le principal défi aujourd'hui? Vous avez évoqué par le passé la force de l'euro, la force du franc, pardon. Et le franc a été très très fort cette année. C'était un de vos grands défis cette année?
Alors, c'est un défi, mais heureusement donc qu'on est donc dans plusieurs régions, puisqu'on alors nous, on doit gérer de l'euro en France, on doit gérer de la roupie en Inde et puis du franc suisse en Suisse. Et donc voilà. Donc c'est un défi, mais c'est pas le principal. Je dirais que Vous vous accommodez de du renforcement, parce qu'on était, il n'y a pas si longtemps, c'était 1,20 franc, on est passé mhm. à 1 franc, et puis maintenant c'est bientôt 90 centimes finalement pour un euro. Oui, c'est vrai. Mais alors c'est vrai que pour ce qui est de la Suisse, euh, on travaille beaucoup localement. Donc là, pas d'effet sur du Voilà, donc il change. n'y a pas d'effet de Toutes change. toutes vos affaires en France. Sont en euros. Voilà, donc c'est vrai que on peut avoir un effet défavorable lorsqu'on consolide nos comptes, puisqu'on consolide en francs suisses. Mais au-delà de ça, on s'en accommode. Vos clients, il y a les consommateurs directs qui peuvent acheter notamment sur votre site, il y a la grande distribution, les professionnels de la restauration aussi. Qu'est-ce qui représente la plus grosse part des ventes? Alors ça reste donc ce qu'on appelle le retail, donc c'est la, La grande distribution. Voilà, la grande distribution. Les consommateurs, Les ménages, quoi. consommateurs, les ménages, exactement. Par contre, en Suisse, on a un chiffre d'affaires important également en restauration. On fait la moitié de notre chiffre d'affaires en restauration, avec la restauration, et la moitié du chiffre avec donc le retail, les Ça a supermarchés. toujours été le cas? Bon, ça n'a pas toujours été le cas, ça a été quelque chose on a équilibré. Non, parce qu'en fait, il y a une époque, on faisait plus de 70% de notre chiffre donc en retail et avec un distributeur, Orange. Donc on a essayé de rééquilibrer nos chiffres pour apporter voilà, un peu plus d'équilibre. Est-ce qu'il y a une grande saisonnalité? Évidemment, il y en a une pour la production. Et on me pose souvent la question, mais en fait, c'est assez étonnant. Il y a peu de saisonnalité dans le cornichon. Alors, On en mange toute l'année. tout le monde pense qu'en fait, on peut en manger avec que la raclette ou de la charcuterie, notamment en France. Mais en fait, non, pas du tout. On a des ventes qui sont pratiquement identiques tout au long de l'année. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Bon, bah, c'est un avantage pour vous, ça. Oui, c'est bien, ça lisse, oui. Et en parlant aussi des autres produits, c'est à peu près 20% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est quelque chose qui grandit. C'est vraiment devenu stratégique pour vous d'aller au-delà de simplement ces légumes en conserve. Alors, les légumes en conserve restent quand même notre cœur de métier et puis notre stratégie, hein. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est vraiment faire découvrir d'autres légumes. On parle beaucoup du cornichon, mais on développe aussi des poivrons. On va développer donc des oignons rouges par exemple. On a des champignons, on a des courgettes. Voilà, on essaye vraiment d'élargir la gamme pour pouvoir servir en fait les consommateurs avec beaucoup de produits créatifs pour leur cuisine et voilà. Vous parlez des exportations et de marchés à conquérir dans le reste du monde. Il y a quelques années, c'était Bernard Poupon qui parlait, qui constatait que les difficultés du marché russe avec la chute du rouble. Aujourd'hui, vous êtes victime des sanctions contre la Russie. Vous pouvez encore y exporter des produits? Alors, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai été responsable du marché pendant 5 ans. La Russie représentait un chiffre d'affaires important pour nous à l'export, près de 30% du chiffre d'affaires de l'export. C'était en quelle année à peu près? Et du jour au lendemain, Donc avant 2017 peut-être. C'est 2016, là, vraiment la chute forte Voilà, du donc rouble. 2016, voilà, la chute de rouble 2016. Ça a marqué un tournant. Et donc, ça a vraiment marqué un tournant. C'est que du jour au lendemain, nos clients ont arrêté de commander, on s'est retrouvé avec des stocks, et c'était la fin de l'histoire, en fait. Ils ne sont jamais revenus. Les Russes ont ce qu'on appelle revamp leurs industries et ont commencé à refabriquer localement. Et ils ne sont jamais revenus en fait sur le marché. Là, pour le coup, c'était un marché indien. Voilà, ils se sourçaient en Inde. Donc voilà. les sanctions depuis le conflit en Ukraine ne vous ont pas touché? Non, elles ne nous ont pas touchés. Et puis on était bien contents de ne pas être dans cette situation qui a dû être assez compliquée pour beaucoup d'entreprises. J'aimerais aussi qu'on parle de la durabilité. Vous faites un effort vraiment important dans ce domaine. Ouais. Beaucoup d'entreprises le font, mais c'est vrai que votre rapport est intéressant. Il y a tout un plan stratégique avec un objectif à 2030. Mais d'ailleurs, expliquez-nous en quelques mots exactement ce que vous souhaitez atteindre. Vous dites un impact positif en 2030. Qu'est-ce que ça veut dire? L'impact positif, d'abord, alors tout le monde l'utilise, donc c'est un peu galvaudé. Donc déjà, on ne veut pas faire du greenwashing, ça c'est la base. On veut travailler en étant aligné à nos valeurs. Nous, notre objectif, c'est de mieux faire notre métier. Voilà. Et de prendre le leadership
de la durabilité dans ce qu'on a appelé les pickles. Il n'y a aucune marque dans notre métier qui a vraiment pris cette place-là. Et on a décidé avec notre conseil d'administration que c'était vraiment la colonne vertébrale de notre stratégie, parce que ça fait du sens pour la pérennité de l'entreprise. Et encore une fois, on reparle de pérennité parce qu'en fait, on est là pour les générations futures. Et donc, ça fait tout son sens. Moi, j'ai des enfants, ils ont une vingtaine d'années. On parle d'impact, on parle d'écologie. Voilà. C'est ce qu'on ne faisait pas ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être durable? Alors, pour nous, durable, c'est travailler sur 3 piliers. Voilà, on a mis un programme en place pour travailler à la fois sur ce qu'on a appelé donc, le pilier people, donc avec 3 niveaux. D'abord, on va s'occuper des agriculteurs, puisqu'en fait, on est en lien direct avec l'agriculture. Nos fournisseurs. Nos fournisseurs de matières premières. Et là, donc, c'est l'amélioration des conditions de vie des agriculteurs. Le deuxième pilier, c'est le pilier donc, des collaborateurs. Amélioration des conditions de travail, faire en sorte qu'on soit the best place to work. Et le troisième pilier, c'est le pilier des consommateurs. Et là, on dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut apporter des produits clean. Tous nos produits, sur les étiquettes, vous pouvez lire les étiquettes et identifier les produits. Vous pourriez presque avoir, en fait, Et clean, les ça veut dire matières. bio, ça veut dire quoi? Non, c'est d'abord clean. Vous pourriez presque avoir... Traçabilité. Il y a le bio, il y a la traçabilité, mais avant tout, c'est de pouvoir lire l'étiquette et dire, ah oui, ok, en fait, tous ces ingrédients, je les connais. J'ai du sucre, j'ai du vinaigre, j'ai de l'eau, j'ai des concombres. Ok, il n'y a rien de cochon dans tout ça. Voilà. Et votre impact sur les émissions de CO2, sur le réchauffement climatique, vous la mesurez comment et qu'est-ce que vous faites? Alors ça, c'est le troisième pilier qu'on a appelé le pilier planète. C'est pour travailler justement pour réduire nos émissions carbone. Donc là, on a fait notre premier bilan carbone. Alors c'est quelque chose pour une entreprise de notre taille. Ça a été très compliqué de collecter les datas. D'ailleurs, Savoir combien vous émettez. oui, combien on émet déjà. D'ailleurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille sur la façon dont on allait collecter les datas. Et ça va être ça le plus compliqué pour le futur. Et maintenant, donc voilà, on est rentré dans cette volonté de réduction d'émissions. Alors après, on a mis des plans d'action. Donc il y a des groupes de travail qui sont mis en place. La première action qu'on a prise, c'est de mettre des panneaux solaires sur l'usine à Aigle. Alors vous allez me dire, bon, tout le monde met des panneaux solaires. Sauf que il faut bien démarrer. Voilà. Ça représente 40%, j'ai cru lire, de votre Oui, production, on espère de que ça- consommation d'électricité. Bon, et on espère que ça va représenter au moins 30% de la consommation. En tout cas, en été, ça pourrait faire plus de 30%. Ça, c'est la partie émissions carbone, mais il y a aussi toute la réduction de la consommation au niveau de nos énergies, puisque voilà, quand on fabrique des conserves, il y a un pasteurisateur, il consomme du gaz, il y a de l'électricité, etc. Et donc voilà, et de l'eau. Voilà, on a mis des capteurs un peu partout dans l'usine. Alors justement, produire un bocal de cornichons, vu que c'est le produit star chez vous, combien de litres d'eau pour arriver à le mettre en Oh, là, c'est bocal? une bonne question, ça. Je peux pas vous répondre sur le. C'est un ordre de grandeur Non, j'ai vraiment pas. Je me suis pas posé la question en litres d'eau par bocal. Voilà. Non, j'ai pas La cette- gestion de cette l'eau, façon-là. vous avez un suivi. c'est une ressource dont vous prenez un soin particulier. Oui. Oui, très particulier. Ouais. Alors déjà, à la base, le concombre, c'est de l'eau, hein, donc c'est 90% d'eau. Donc déjà, il faut traiter le problème à la base. C'est-à-dire que dans l'agriculture, il faut qu'on travaille de façon très durable. Donc pour ça, en fait, on a mis en place des programmes de développement du goutte à goutte. Alors en Suisse, on a 100% en goutte à goutte. On est un pays assez riche, et donc voilà, on arrive à mettre ça en place. C'est pas encore le cas en Inde, par C'est exemple pas encore le cas en Inde pour la totalité de la production, mais c'est notre objectif de l'atteindre. Et pour ça, donc, on doit accompagner les fermiers indiens pour mettre en place cette culture qu'on appelle drip irrigation. Vous parlez des people, des employés. En regardant votre organigramme, l'équipe de direction au conseil d'administration, c'est encore très masculin. Ah oui, on a un gros problème là. Alors là, je vous rejoins complètement. Alors, on l'a pas fait exprès du tout. Heureusement, donc au niveau du comité de direction, on a eu d'ailleurs Stéphanie Redzel, la petite fille Redzel, qui a intégré le comité de direction pas plus tard que le mois d'août de cette année. Alors ça fait une femme en plus, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans cette situation-là. C'est pas le cas dans les équipes en fait. Voilà, on a plutôt une bonne mixité. Ouais. Donc la production, mais à la direction, vous avez un plan, vous espérez que vous avez un objectif aussi Bah oui, on espère trouver des talents, mais je pense que c'est vraiment possible. Appel à candidature. Alors, Il y a aucun une dernière problème. question dans cette deuxième partie.
Donc, vous avez vraiment cette démarche importante et on peut le lire dans le document. Vous essayez que ce soit traçable et puis Oui. on pourra lire dans votre rapport annuel de l'année prochaine les progrès que vous avez réalisés. Mais la Suisse, en général, vous la trouvez assez ambitieuse pour sa transition énergétique ou son respect de l'environnement? C'est une question piège. Non, je dirais que Entre elle se fixe des objectifs, mais elle pourrait être plus ambitieuse. un Voilà. pays très riche, on pourrait faire peut-être davantage que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est un sujet. Alors, Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous bloque? je ne sais pas s'il y a des éléments qui nous freinent, mais ce que j'ai tendance à voir et à observer, c'est qu'on est toujours un petit peu en retard. Mais une fois qu'on a pris le train, on va très vite. Voilà, c'est plutôt ça, je pense. Alors, on attend que le train arrive en gare. Olivier et Camille, on n'en a pas parlé dans le portrait, mais on le fait maintenant. Vous aimez la voile au grand large, principalement. Vous suivez la route du Rhum, le Vendée Globe, qui aura lieu l'année prochaine, en 2024. Vous avez le permis lac et le permis mer. Alors, on va larguer les amarres avec quelques questions autour de la voile. Est-ce que vous auriez un récit ou des mémoires au large à nous recommander? Alors, il y a les livres d'Éric Tabarly qui sont extraordinaires. Alors, j'ai plus le nom Mémoire du exact, large. mais c'est vrai que c'était un marin extraordinaire. Voilà. Il y a aussi Kersozon que vous pouvez lire, qui est aussi formidable. C'était des grands communicants. Sponsorisé un jour un 60 pieds pour une course au large avec le groupe Red Sail. C'est une possibilité? The Big Dream. C'est vraiment, pour moi, ce serait le grand rêve. Je ne sais pas si c'est moi qui réussirai à faire ça, mais j'espère qu'un jour, on pourrait le faire. Ouais. Choisiriez quelle marque du groupe pour le bateau? Hugo. Et quand vous êtes en mer, quel est votre remède contre le mal de mer? Je n'ai pas le mal de mer. Non, c'est pas possible ça. Ça m'est arrivé, en fait, vous pouvez avoir le mal de mer si vous êtes dans un état de fatigue important. Et là, vous pouvez avoir le mal de mer. Je m'allonge et j'attends que ça passe. Dernière question, le bol d'or Mirabeau, jamais fait? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait, c'est vrai que alors, c'est une magnifique course, mais elle peut être également très lente, en fait. Ça peut durer des heures et des heures avec très peu de vent. Ça correspond pas à votre Et ça personnalité. ne correspond pas trop à ma personnalité d'attendre tout ça. Par contre, je trouve les bateaux absolument magnifiques. Et lorsqu'il fait beau, c'est sublime de les voir tous naviguer sur le Léman. C'est juste sublime. Un jour peut-être, last minute, si la météo est plutôt rapide. Ah ben ouais, moi je veux bien y participer. Merci beaucoup Olivier Camille Merci. d'être passé aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.